parent entrepreneur, j'ai un grand frère entrepreneur. Je dirais que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Swapen, le créateur va avoir un cabis sur un plateau en étant pris par la main, en étant conseillé. Est-ce que ma conjointe ou mon conjoint va devoir payer sur mes dettes professionnelles? Alors des anecdotes, on en a plein. On a créé des très beaux projets. Moi, je pense à un food truck. Bonjour, je suis Guillaume Berthaud, fondateur de Société.com et je reçois aujourd'hui Grégoire Charroyer, fondateur de Swapen. Bonjour Guillaume, merci pour ton invitation. Donc, moi, je suis Grégoire Charroyer, cofondateur de Swapen, le service de création d'entreprise qui t'accompagne dans ta création de société. Super. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement alors, quel est ton parcours avant d'avoir créé Swapen? Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce site-là, enfin ce service-là? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement de créateurs d'entreprises. Okay. Voilà, j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable et j'ai rencontré des créateurs dans tout domaine d'activité, tout secteur géographique et j'ai accompagné des projets de différentes tailles. Et personnellement, je viens d'un milieu où l'entrepreneuriat est important. J'ai des parents entrepreneurs, j'ai un grand frère entrepreneur, donc je dirais que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et à force de côtoyer des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs, j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la barrière. Et j'ai cofondé Swapen avec des experts comptables partenaires qui, eux aussi, voulaient toucher des créateurs d'entreprises. Ok. Et chez Swapen, du coup, vous arrivez à résoudre quel type de problème pour les entrepreneurs? Alors, le problème principal consiste à accompagner le créateur perdu dans ses démarches administratives de création. Okay. Mais Swapen dépasse la simple réalisation des démarches de création dans la mesure où on conseille. On va conseiller le créateur dans le choix de sa forme juridique, dans ses options juridiques, comptables, fiscales, choisir son régime de TVA, choisir son régime fiscal. Donc, il y a une dimension conseil qui est très forte. Et une fois qu'on a conseillé le créateur, une fois qu'on l'a guidé, évidemment, on va réaliser pour lui toutes les démarches de création, la rédaction des statuts, l'assister dans le cadre de son dépôt de capital et le dépôt du dossier à l'administration, ce qu'on appelle le guichet unique. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Swapen, le créateur va avoir un cabis sur un plateau en étant pris par la main, en étant conseillé. Ça, c'est important. Ok, super. Et en ce moment, il y a beaucoup, enfin en ce moment, et ça fait quelques années, il y a une grosse vague de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui veulent créer leur entreprise. C'est quoi les principaux blocages, les principales peurs que tu vois aujourd'hui chez les gens qui viennent vous voir pour faciliter cette création? Ouais. Alors, c'est certain que l'entrepreneuriat, le vent en poupe. On est sur plus d'1 million de créations d'entreprises par an, à peu près 600 000 micro-entreprises, 400 000 sociétés. Et en effet, entre avoir une idée et un projet entrepreneurial et réellement créer son entreprise, il peut y avoir des blocages, des doutes, des freins qui empêchent l'entrepreneur de se lancer. Moi, en 10 ans, je rencontre souvent le même discours, les mêmes problématiques, les mêmes blocages. Et le premier, c'est la peur de se lancer, la peur des contraintes administratives. Parce qu'en fait, on s'imagine qu'on va crouler sous les démarches de création, que ça va prendre du temps, que ça va coûter beaucoup d'argent. La rédaction des statuts, on a peur de se tromper dans les clauses statutaires, on a peur de faire le mauvais choix. Donc je dirais qu'il y a déjà un premier frein administratif. Okay. Et une fois que la structure est créée, alors là c'est encore pire, on a des freins en gestion qui sont importants. On se dit qu'on ne pourra pas gérer son suivi comptable, on n'arrivera pas à gérer toutes ces déclarations fiscales, sociales. Et alors si on embauche, comment gérer la gestion des salariés, les fiches de paye, etc. Donc tout ce blocage administratif, moi je pense que la meilleure façon d'y répondre, c'est de proposer du conseil, aussi bien en création qu'en gestion, une fois que la structure est immatriculée. Donc, le fait de faire appel à un expert comptable ou à une solution de gestion performante, une fois qu'on obtient son cabis. Ça, c'est le premier blocage. Okay. Alors après, y en a d'autres. Il y a des blocages financiers. Ouais. Évidemment, quand on se lance, on quitte potentiellement le salariat. Et donc, on peut rencontrer une baisse de rémunération, voire pas de rémunération du tout sur les premières années. Ça peut faire peur. Alors qu'il y a des aides possibles. Okay. Un demandeur d'emploi qui se lance peut bénéficier d'un coup de pouce de Pôle emploi, soit à travers l'ARS, donc c'est un capital versé par Pôle emploi en 2 fois, correspondant à 60% des droits au chômage, ou au maintien des indemnités, ce qu'on appelle communément l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Et là, on va pouvoir percevoir l'intégralité de son indemnité chômage pendant sa durée d'indemnisation, qui est en moyenne de 18 mois. Ok, donc ça veut dire que vous allez même plus loin que juste faire les papiers, entre guillemets, si je simplifie, les accompagner, etc. Vous allez même les conseiller sur comment récupérer peut-être des subventions, Exactement. Il existe des solutions permettant de maximiser les ressources disponibles avant de se lancer. J'ai parlé des aides de France Travail. Après, on peut avoir besoin d'un financement.
On peut faire appel à un microcrédit. Je pense à l'association l'ADI qui propose du microcrédit permettant de donner un coup de pouce à des entrepreneurs souhaitant se lancer pour acheter leur première machine, pour créer leur entreprise. Je pense à des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro, qui sont aujourd'hui distribués par Réseau Initiative ou France Active, qui là permet à un entrepreneur d'avoir un coup de pouce, un apport en capital plus important, parce qu'en nom propre, il va pouvoir réaliser un emprunt à taux zéro qui va s'engager. Alors, pardon, on va reprendre. En nom propre, il va pouvoir réaliser un prêt à taux zéro qui servira au projet de création d'entreprise. Ok. Voilà. Donc ça va même gommer un petit peu le fait de quitter le salariat. Tu parlais tout à l'heure, quitter le salariat, prendre un gros risque, se jeter un peu en avant. Exact. Ça peut être un peu gommé, un peu lissé avec toutes ces aides-là quand on se fait accompagner. Exactement. Okay. Et je vois un troisième frein, c'est la peur de tout perdre. C'est l'entrepreneur qui malheureusement échoue dans son projet entrepreneurial. Et malheureusement, il y en a, comme dans tout projet, comme dans toute initiative entrepreneuriale. Et là, on peut se dire, est-ce que je vais protéger mon patrimoine personnel ? Est-ce qu'on n'ira pas chercher mon patrimoine personnel ? Est-ce que ma conjointe ou mon conjoint va devoir payer sur mes dettes professionnelles ? Donc, tout ça, je pense qu'il faut pouvoir y apporter des solutions concrètes. Et quand on crée une société, on se protège personnellement, puisqu'on crée une société à responsabilité limitée, qu'on soit en EURL, en SARL, SASU ou SAS. Dans tous les cas, le patrimoine personnel est complètement séparé du patrimoine professionnel. Okay. Et en cas d'échec, une société se liquide. Alors en effet, une liquidation judiciaire, ce n'est pas quelque chose de souhaitable, ça fait plaisir à personne, mais liquider un actif, donc vendre ce que possède l'entreprise pour apurer un passif, à savoir une procédure de liquidation judiciaire, n'entraîne pas une mise en cause du dirigeant personnellement. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Quand il y a des fautes de gestion, des abus de biens sociaux, des choses très graves, il peut y avoir évidemment des délits qui pousseront... Alors, on y arrive. Il peut y avoir évidemment des délits qui vont nécessiter la mise en cause du dirigeant. Et donc là, personnellement, il devra rembourser ses dettes. Mais ce sont des cas qui sont extrêmement rares. Et si on lance un projet entrepreneurial et qu'on conduit son activité, je dirais, normalement, il n'y a pas de raison. Si on gère en bon père de famille, à la fin, on peut liquider et les dettes restent dans l'entreprise. Et en France, on propose un coup de pouce à ces créateurs, à ces entrepreneurs qui ont lancé un projet et qui malheureusement ont liquidé. C'est ce qu'on appelle l'ATI, l'allocation des travailleurs indépendants, qui permet à un entrepreneur ayant liquidé sa structure de bénéficier d'une indemnité chômage, alors certes limitée à 800 € par mois pendant 6 mois, mais ça donne un coussin de sécurité, ça donne un filet de sécurité qui permet à certaines personnes d'entreprendre et ensuite de retomber sur leurs pieds et d'envisager soit un autre projet, soit un projet en CDI ou autre. Oui. Se reconvertir. Et on est tous les deux entrepreneurs. Toi, quand tu as lancé Swappen, tu t'es associé, tu as aussi fait un pas à un moment vers l'entrepreneuriat. Est-ce que toutes ces peurs-là, ces blocages-là, tu les as vécus aussi toi personnellement au moment de te lancer ? Je les ai vécus personnellement. Évidemment, de notre côté, on a des experts comptables associés qui nous ont rapporté des prospects. T'étais bien entouré. Voilà, j'étais bien entouré, mais surtout, on travaillait avec des experts comptables qui ne pouvaient pas forcément adresser tous les projets de création d'entreprise qu'ils rencontraient. Et c'est là où Swappen avait une carte à jouer, c'est-à-dire que dans la mesure où Swappen est un service de création d'entreprise qui se veut le plus universel possible, on va prendre quasiment tout type d'activité. Okay. Et on va être capable d'accompagner le créateur, de le conseiller, d'aller jusqu'à l'immatriculation de la société, qu'on fasse appel qu'on rencontre un entrepreneur dans le BTP, dans le e-commerce, dans le commerce, dans le conseil. Bref, on a un spectre d'activité extrêmement large. Ok. Et est-ce qu'il y a un mythe sur l'entrepreneuriat ? Parce qu'il y en a quand même pas mal, on le voit dans beaucoup de vidéos, etc. Est-ce qu'il y a un mythe de l'entrepreneuriat que tu aimerais déconstruire dans la tête des gens aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup de mythes liés à l'entrepreneuriat, de fausses idées, d'idées préconçues. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et je me rends compte depuis à peu près 18 mois, j'ai le sentiment que la micro-entreprise a le vent en poupe. Ok. Encore en 2024, on est quasiment à plus 9% de micro-entreprises immatriculées. On a un peu plus de 600 000 micro-entreprises immatriculées chaque année et 400 000 sociétés, ce qui donne 1 million de créations d'entreprises au total. Okay. La micro-entreprise a le vent en poupe, pourquoi ? Parce qu'elle se crée facilement, elle se gère facilement, puisqu'il faut simplement déclarer son chiffre d'affaires, et elle se ferme facilement. Donc, quand on veut tester un projet entrepreneurial et quand l'incertitude est élevée, la micro-entreprise semble être une excellente option. Et chez Swappen, on la conseille dans de nombreux cas. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas un service de création de société qui pousse la SASU à tout bout de champ et qui veut créer de la SASU à la chaîne. Pas du tout. Ce qu'on veut, c'est conseiller le créateur et lui permettre de créer le statut qui lui convient le mieux. Et dans de nombreux cas, la micro-entreprise est pertinente. Par contre, pour moi, ce n'est pas la réponse à tous les projets de création d'entreprise.
Pourquoi ? Déjà, quand on est demandeur d'emploi, la micro-entreprise, compte tenu des caractéristiques du projet, n'est pas forcément optimale. On ne peut pas facilement cumuler son indemnité chômage tous les mois pendant sa période d'indemnisation avec le fait d'encaisser du chiffre d'affaires en micro-entreprise. Okay. Là, une société est plus pertinente puisque c'est la personne morale qui va encaisser le chiffre d'affaires et pas la personne physique, pas le dirigeant en tant que tel. Ensuite, en micro-entreprise, Guillaume, si demain tu décides de créer une micro-entreprise, tu vas générer du chiffre d'affaires. Ouais. Très bien. Mais qui va encaisser ce chiffre d'affaires ? Toi, en tant que personne physique. Et donc, tu vas te retrouver à payer des charges sociales et à de l'impôt sur le... Et donc, tu vas te retrouver à payer des charges sociales et de l'impôt sur le revenu sur tout le chiffre d'affaires que tu vas encaisser. Mais peut-être que, pour X ou Y raison, tu voudrais plutôt créer une société et te verser un salaire plus faible, par exemple 1000, 1500, 2000 euros par mois, et laisser du bénéfice en réserve dans ta société. Et dans ce cas-là, les charges sociales et l'impôt sur le revenu vont être calculés non plus sur ton chiffre d'affaires, mais sur la rémunération que ta société va te verser. Okay. Pour résumer, en micro, tout est calculé sur ce que tu encaisses, il n'y a pas vraiment d'optimisation possible. En société, l'impôt et les charges sociales vont être calculées sur la rémunération que tu te verses. Okay. Et bien souvent, on se rend compte qu'en société, on peut déduire ses frais, limiter sa rémunération et laisser du bénéfice en réserve, et au final, économiser de l'impôt et des charges sociales. Et pas forcément pour des gros montants. Je rencontre des entrepreneurs qui réalisent à peu près 70 000 euros de chiffre d'affaires dans le conseil, en micro-entreprise. Okay. Une simulation précise, documentée, fait apparaître une économie d'impôts et de charges sociales de 5 000 euros par an. Ok. Donc on peut venir vous voir chez Swappen si j'ai déjà en fait créé mon auto-entreprise ou j'ai déjà créé ma SARL et que je veux même challenger aujourd'hui mon modèle de rémunération ou pas. On peut venir nous voir à tout moment du projet entrepreneurial. Okay. Soit je suis micro-entrepreneur et je dépasse les seuils, et dans ce cas-là, ou j'envisage un autre statut, et dans ce cas-là, on peut créer une société. Soit je veux me lancer, je suis au tout début du projet, et je ne sais pas quel statut choisir, et on va pouvoir conseiller la personne. Mais vraiment, il faut comprendre une chose, c'est que la micro-entreprise n'est pas le statut le plus adapté à tous les besoins. Et il y a des entrepreneurs qui peuvent économiser de l'impôt et des charges sociales en créant une société, et c'est dommage de ne pas se poser la question en se disant simplement « je suis en dessous des seuils, je fais moins de 70 000, je fais moins de 77 000, pardon, ou je fais moins de 187 000, je ne crée pas de société. » Mais parce que je pense qu'il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur les mythes un peu dans la tête des gens, c'est que entre créer une SASU ou une SARL et rester en auto-entrepreneur, on a l'impression que ça va être plus simple, que Exactement. La structure est plus proche de nous, alors qu'une société, c'est quelque chose qui est un peu séparé de notre personne physique. C'est vrai. Donc souvent, ça fait un petit peu peur, mais là, quand tu le décris, c'est aussi une bonne chose parfois d'être séparé de cette personne morale. Mais bien sûr. Et on oppose la simplicité de la micro-entreprise à la complexité de la société. Mais encore une fois, c'est faux. Ça dépend du projet. Ça dépend du projet. Et surtout, quand on est en société, on est accompagné. Et la charge mentale et la charge administrative liée à la création d'une société, l'entrepreneur n'est pas censé l'avoir, puisque l'entrepreneur va déléguer à un expert comptable sa création et sa gestion. Et Swappen peut l'accompagner sur toute la phase de création avec une simple signature électronique et un échange d'une demi-heure avec un conseiller. On peut immatriculer l'entreprise. Il faut vraiment comprendre la simplicité du process, qui est très importante pour nous. Ok. Et donc, du coup, si là, aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent, ils ont une idée. Parce que souvent, en fait, il y a aussi... Moi, je vois deux types de personnes. Généralement, il y a des gens qui veulent absolument créer une entreprise et après, ils mettront un projet derrière. Puis, il y a plein de gens aussi qui ont un projet, qui commencent même parfois à avoir... Alors, pas des clients, parce qu'ils vendent un peu leurs services ou leurs produits ou ils font de l'achat-revente de certaines choses. Donc, c'est un peu les trois modèles qu'on peut avoir. Et puis, ils sont bloqués par cette partie... formalisation de leur business et de cet argent qu'ils arrivent à faire entrer. Aujourd'hui, comment concrètement vous pouvez les aider s'ils arrivent à une étape 0 chez vous de la compréhension de la création? Bien sûr. Alors, la personne qui arrive à l'étape 0, déjà, va réaliser un premier rendez-vous de conseil où on va lui expliquer les statuts juridiques qui s'offrent à elle. Okay. Et on va lui permettre de comprendre et de choisir la formule la plus adaptée à ses besoins. Okay. Ça, c'est la première étape. C'est vraiment un rendez-vous de conseil qui dure entre une demi-heure et 45 minutes, voire plus, voire une heure. Donc là, c'est physiquement, en visio. En visio, avec une personne. Avec un expert en création d'entreprise. De chez vous, en France. Voilà, une personne basée à Nancy. Important. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on a plus de 50 personnes à Nancy. Donc, un conseiller basé à Nancy, formé, qui a plusieurs centaines de créations d'entreprises à son actif et qui va conseiller la personne. Okay. Ça, c'est la première étape.
C'est important, tu parles pas d'un chatbot, tu vois. Non, mais pas c'est important. Un IA, parce qu'aujourd'hui... C'est important. Il n'y a pas encore d'IA ni de LLM qui propose un conseil poussé en création d'entreprise. Ok. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être de collecter les informations de création. Donc là, c'est un rendez-vous où le conseiller en création d'entreprise va poser des questions à l'entrepreneur qui veut se lancer. Donc, le nom de l'entreprise, l'activité, l'adresse du siège social de l'entreprise. Donc c'est vraiment un rendez-vous de collecte d'informations et de conseil également, puisque là, on va définir avec le créateur ses options comptables, ses options fiscales, son régime de TVA, sa date de clôture comptable. Voilà, il y a différents paramètres à préciser dans le cadre de ce rendez-vous. Et encore une fois, le créateur est pris par la main. Et à partir du moment où ce rendez-vous est effectué, le créateur va avoir accès à une plateforme où il va pouvoir télécharger ses justificatifs de création. Alors, c'est un justificatif de domicile et une pièce d'identité, c'est relativement limité. Un diplôme si l'activité est réglementée, comme dans le BTP par exemple. Un électricien doit forcément fournir son diplôme pour immatriculer sa société, c'est tout à fait logique. Et à partir du moment où le créateur fait cette signature électronique, c'est un formaliste qui va prendre le relais et qui va produire l'intégralité des documents de création. Les statuts, différents formulaires administratifs, la publication de l'annonce légale. Donc, le process, tu vois, est extrêmement simple. Le créateur, pour l'instant, a juste réalisé une signature électronique et un dépôt de dossier. Et ensuite, il a été conseillé, pris par la main, accompagné. On ne le laisse pas seul face à une plateforme où il doit choisir entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Il y a un conseil très poussé. La prochaine étape, c'est de déposer le capital. C'est-à-dire que pour créer une société, forcément, il faut déposer un montant de capital. On pourra après parler du montant si tu le souhaites, mais il faut déposer son capital pour obtenir en retour une attestation de dépôt des fonds qui sera nécessaire à l'immatriculation de la société. On travaille avec un notaire partenaire. On transmet un RIB, donc le RIB du notaire partenaire, à nos clients. Et le client va pouvoir effectuer un simple virement et c'est nous qui réceptionnons l'attestation de dépôt des fonds en direct. À partir du moment où on a ça et que le dossier est complet, on peut déposer le dossier sur le site du guichet unique, donc sur le portail de l'INPI permettant l'immatriculation de société. Et en moyenne, 48 heures après le dépôt, on a le CABIS. Donc, mets-toi à la place du créateur Swap'n. Il se retrouve à discuter 30 minutes en visio avec un conseiller. Où il apprend plein de choses. Il apprend plein de choses. Et à la fin du rendez-vous, il se dit « Ok, je sais que je veux créer une SASU. » Ou « Je sais que je veux créer une URL et je sais pourquoi. » Parce qu'il y a souvent, oui, mais moi j'ai mon beau-frère qui a créé une SASU, il m'a conseillé la... Comme lui. Voilà, je vais faire comme lui, on m'a conseillé la... Non, je sais où je vais, je sais pourquoi. Après, j'ai fait un deuxième rendez-vous, j'ai fait une signature électronique, un dépôt de documents, j'ai fait un virement et c'est tout. Donc, l'expérience client, elle est quand même ultime. Et là, on pourrait se dire, mais au final, combien ça coûte, cette expérience ? J'allais te dire, tu disais tout à l'heure, le capital, il faut séparer aussi ce que tu dois mettre dans une boîte. Mais là, je pense qu'il y a un beau mythe aussi à déconstruire. Parce que le capital social, souvent, les gens se disent « Ah, mais je crée une boîte, il faut que je immobilise beaucoup d'argent. » On en parlera tout à l'heure. Et puis après, tu as la partie frais de cette création. Alors, il y a un mythe, en effet. Il n'y a aucune corrélation entre le montant du capital et la réussite du projet. Tu peux déposer 10 000 euros de capital et réaliser 5 fois moins de chiffre d'affaires que ton voisin qui en déposera que 500. Le minimum légal, c'est 1 euro. Je déconseille de déposer 1 euro de capital parce qu'après, on peut regarder sur société.com le nom d'un fournisseur, le nom d'un client potentiel. On voit 1 euro de capital, on peut se dire c'est pas sérieux. Les banquiers aussi pourraient trouver ça peu sérieux et refuser des financements. Donc, pour moi, le minimum naturel, c'est 500 euros. Tu déposes 500 euros, c'est largement suffisant. Et la moyenne, c'est plutôt 1 000 euros. Tu as une histoire de crédibilité aussi vis-à-vis de ça, crédibilité de fournisseur, crédibilité de bancaire. Exactement. Donc, entre 500 et 1 000 euros. Voilà. Ça, c'est le montant de capital que tu déposes. Si tu crées avec Swap'n, par exemple, on va te conseiller 500 euros. Donc, tu fais un virement de 500 euros. Maintenant, combien coûte la création ? Alors, la création est offerte. Si tu crées une structure unipersonnelle, on ne prend pas de frais de création. Les seuls frais que tu devras payer sont des frais légaux, donc des frais de greffe, de tribunal de commerce et des frais d'annonce légale. Donc, forcément, on est obligé de publier une annonce légale et évidemment, tu vas devoir payer ce montant. Il y en a pour environ 250 euros. Mais la particularité, et ça c'est unique sur le marché, l'avantage de passer par Swap'n, c'est qu'on va t'avancer ces frais obligatoires légaux. Donc littéralement, c'est nous qui payons, on utilise notre CB, je caricature à peine, les frais d'annonce légale et les frais de greffe. À partir du moment où ta société est immatriculée, on va pouvoir ouvrir un compte professionnel avec un RIB. On va transmettre ce RIB à notre notaire partenaire
qui va libérer le capital. Les 500 € que tu as déposés sont bloqués pendant la phase de création, ça prend une dizaine de jours. Et au bout de 10 jours, tu te retrouves avec un cabis sur un plateau, un compte pro et 500 € de capital sur ce compte professionnel. Okay. Et là, on va reprélever les frais de greffe et d'annonce légale qu'on t'aura avancés. Okay. Donc forcément, il y a un impact sur notre BFR, on en a conscience, on l'a provisionné à l'initiative, à la création de Swappen. On avait déjà en tête cette avance des frais qui est importante pour nous. Parce que quand tu te lances, si tu payes 1 000 € ta création d'entreprise, que tu déposes 1 000 € de capital et que tu règles 250 € de frais légaux, tu te retrouves à payer 2 250 € en cash dès le départ avant d'avoir réalisé le premier euro de chiffre d'affaires. Avec nous, tu ne dépenses que 1 000 € et on va prélever ces 250 € sur ces 1 000 € une fois que la structure sera immatriculée. Ok. Et donc, du coup, tu vas pouvoir commencer à même peut-être faire des premières signatures ou des premiers services rendus et presque anticiper du chiffre d'affaires en attendant d'avoir à débourser ces frais de création. Exactement. Ce que tu économises au départ, tu le réinvestis dans ton projet. Voilà, j'ai des dizaines, des centaines de clients qui nous font ce retour. La création est offerte, merci beaucoup. Ça m'a permis de payer mon premier site plus rapidement. Ça m'a permis d'effectuer mes premières campagnes AdWords plus rapidement. Ça m'a permis de me former, puisque j'avais une formation en tête sur le personal branding, par exemple. Et j'hésitais entre l'accompagnement à la création et cette formation. Là, j'ai plus la faire. Voilà. C'est vraiment important. Tout ce qui n'est pas dépensé inutilement sur de l'administratif qui peut être proposé gratuitement grâce à la technologie, grâce à l'automatisation aussi, peut être réinvesti dans le projet. Puis, t'as autre chose, c'est que ça gomme aussi les freins dont on parlait, les blocages dont on parlait au début. Toi, tu disais, vous avez accompagné, enfin, chacun des gens qui répondent au premier rendez-vous ont accompagné des centaines de créateurs d'entreprises. Toi, tu as dû en accompagner des milliers. Tu as des anecdotes, des trucs là où Swappen a vraiment soit changé la vie de gens ou... Oui, alors des anecdotes, on en a plein. On a créé des très beaux projets. Moi, je pense à un food truck d'un salarié dans la restauration qui était salarié d'un food truck et qui vient nous voir avec un projet extrêmement ficelé, la marge, le panier moyen, le nombre de clients, l'emplacement, le devis du food truck, 20 000 € d'apport, 30 000 € de financement. Et en fait, qui était perdu dans les démarches. Comme quoi, tu as des gens, ils ont l'idée, ils ont ultra bien ficelé la chose financièrement, mais administrativement, ils ont perdu. Exactement. Il y avait des problématiques de cartes de commerçants ambulants qui avaient mal été gérées par une plateforme de création. Et bref, on récupère le dossier et le client, il a vraiment un projet extrêmement bien ficelé et se retrouve bloqué et en retard dans le développement de son projet, en fait. Et on lui obtient un cabis assez rapidement en reprenant en main les choses. Oui, on voit le soulagement parce qu'en fait, créer une entreprise ne devrait pas être compliqué. Oui. Ça devrait être simple de créer une entreprise en France. Donc, moi, j'ai ces anecdotes de projets où vraiment on se sent utile pour le créateur parce qu'on lui enlève un poids. J'ai un autre exemple d'un créateur qui nous sollicite le lundi pour obtenir un cabis pour le vendredi, puisque le lundi d'après démarrait une mission importante. Et en fait, il ne pensait pas que la création d'entreprise en France prendrait autant de temps. Voilà. Mais souvent, les gens ont l'impression qu'ils peuvent obtenir un sirène pour pouvoir facturer ou un sirène. Je pense que c'est lié au développement de la micro-entreprise où on peut se dire, voilà, obtenir un numéro de sirette en SASU peut se faire en 2 jours. Non, ce n'est pas possible. Il faut plus de temps. Et donc, on avait pris son dossier en priorité et on avait réussi à obtenir un cabis en 5 jours. Ce qui est possible. Alors après, ça dépend des délais des tribunaux de commerce. Là, on avait envoyé un message, on avait envoyé un mail au tribunal de commerce de Versailles, je crois, qui avait passé son dossier en priorité. Et je remercie le greffier d'avoir accepté ceci. Mais on sait répondre aux urgences. Vraiment. Super. On a un peu démystifié pas mal de blocages et de freins. S'il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui ont envie de créer une entreprise, c'est quoi les 2-3 conseils que tu leur donnerais ? Oui. À part passer par Swappen une fois qu'ils ont eu l'idée, mais peut-être même au préalable, en préparation. Le premier conseil, c'est de ne pas foncer tête baissée vers tel ou tel statut juridique. C'est déjà de comprendre où on va et de choisir son statut juridique. Et c'est là où Swappen apporte une valeur ajoutée, puisqu'on va conseiller le créateur, et c'est l'objet du premier rendez-vous. Et quand on vient nous voir en nous disant « je veux absolument créer une micro » ou « je veux absolument créer une SASU », on peut rechallenger ceci. Ah oui, mais vous voulez créer une SASU, très bien. Quel est votre objectif ? De percevoir de la rémunération, des dividendes ?
Dites-nous en plus concernant votre projet. Ah bah je veux percevoir un tel niveau de salaire tous les mois parce que voilà, j'ai un emprunt immobilier, j'ai un emprunt auto, j'ai 2 enfants, etc., etc. Ah oui, mais compte tenu du niveau de charge sociale en SASU, c'est pas le meilleur statut peut-être. Peut-être que le URL est intéressant. Donc, premier conseil, c'est ne pas foncer tête baissée et c'est de bénéficier d'un accompagnement déjà sur le choix du statut juridique. Ok. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est d'identifier, de comprendre les options comptables et fiscales. Ok. On peut choisir différents régimes de TVA, entre la franchise de TVA, où là il n'y a pas de TVA, le régime semestriel, trimestriel, mensuel. Et ces régimes ont des avantages et des inconvénients. On peut choisir entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. On peut choisir sa date de clôture comptable. Et là, il y a un impact, parce que celui qui choisit une date de clôture assez longue, le premier exercice peut faire plus de 12 mois. Donc on peut vraiment aller loin. On peut faire un exercice de 23 mois, si tu préfères. Et celui qui choisit un exercice long et qui a besoin de dividendes tout de suite, se trompe. Ouais. Donc mon deuxième conseil, c'est de faire attention à tous ces détails liés à la création d'entreprise, mais qui peuvent être très impactants. Ok. Et le troisième conseil, c'est de ne pas négliger les aides dont on peut bénéficier. Okay. Parce qu'en fait, il y a plein d'aides en France, même si parfois on dit qu'il y a un peu trop d'administratifs, mais la contrepartie, c'est qu'il y a énormément d'aides. Énormément d'aides. Ok, pour te lancer. Exactement. Moi, quand j'ai lancé ma première boîte, j'avais ce sentiment-là, c'est tous les choix que j'étais en train de faire le jour de la création, parce que c'est un peu, tu disais, entre les deux rendez-vous, le moment où tu déposes les documents et que tu te fais accompagner, c'est assez rapide, ça dure peut-être quelques jours. Et j'avais l'impression que pour les 10 prochaines années, j'étais bloqué dans un statut juridique, avec un modèle de TVA, un modèle de rémunération, dividende ou REM. J'avais l'impression que je devais tout choisir pour les 10 prochaines années. Oui. Je pense que c'est important aussi de dire qu'on peut rechanger certains trucs. Il y en a d'autres qui sont un peu plus durs à changer, mais on peut changer certains trucs. Moi, je pense que tout est modifiable. Ok. Je pense que rien n'est indélébile dans l'entrepreneuriat. Et ce qui est pertinent à la création peut ne plus l'être 1, 2, 3 ans après. Ok. Voilà. Donc, le statut juridique peut évoluer. On peut commencer en SASU et transformer en EURL. Ouais. On peut changer son objet social, sa dénomination sociale, donc le nom de l'entreprise. Bref, tout peut se changer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi au départ, c'est ça. Parce que ça a un coût de changer. Ouais. Et l'objectif, quand même, c'est de minimiser ses coûts en prenant les bonnes décisions tout de suite. Par contre, moi, personnellement, parce que j'ai conscience, j'ai connaissance, évidemment, de tout ce qui entoure la création d'entreprise et des enjeux, mais sans en avoir connaissance, est-ce que j'aurais osé me lancer en me disant, mais la décision que je prends, elle est indélébile sur les 10 prochaines années, et si je me plante, je ne peux pas revenir en arrière? Non. Ah non, clairement, non. Mais comme tu dis, c'est pas le cas. Tu as raison, ça a un coût, et en fait, et quand tu deviens entrepreneur, après, au bout d'un moment, tu aimes bien quand même mettre tes coûts dans des charges qui vont développer l'activité plutôt que mettre des coûts dans je change mon objet social ou je change des choses que j'aurais dû mieux réfléchir le jour de la création. Quand tu es entrepreneur, et je dis pas que le salarié ne fonctionne pas de manière héroïste et ne raisonne pas en héroïne, mais quand tu es entrepreneur, la première question que tu te poses quand tu prends une décision, c'est est-ce que c'est rentable, oui ou non? Et rentable, ça veut dire générer plus de revenus que la charge engagée dans le cadre de ce développement. Donc, si je dépense 1000, est-ce que j'ai plus que 1000 quoi? Voilà, c'est très simple. Exactement. Et changer de statut et dépenser quelques centaines, voire milliers d'euros pour passer de la SASU vers le URL pour économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros de charges sociales sur plusieurs années, ça peut être parce que ça dépend de tes moments de vie après, ça dépend des moments de vie de l'entreprise. Le ROI peut être très bon. C'est ça. On a pas mal parlé de la création. Vous accompagnez ensuite aussi les entrepreneurs. Moi, déjà, est-ce que tu as quelques points sur lesquels il faut être vigilant? Par exemple, la première année d'activité, tu as tout créé, ça y est, c'est lancé, tu commences à faire rentrer tes premiers chiffres d'affaires. C'est quoi les points de vigilance à bien regarder la première année? Alors, la priorité, évidemment, c'est de développer son activité, c'est de chercher des clients, c'est le chiffre d'affaires. Mais là, j'enfonce une porte ouverte, hein, c'est évident. Mais à partir du moment où on a conscience que cette priorité est acquise, la deuxième priorité, c'est de gérer son entreprise. Ouais. Et là, j'avoue que voilà, on a créé plusieurs milliers d'entreprises avec Swappen et la majorité choisissent une solution d'expertise comptable à l'issue de la création. Et certains nous disent je préfère attendre. Je préfère attendre 6 mois, 8 mois, parce que je vais peut-être essayer de le faire seul ou j'ai un ami comptable.
Celle-là, on l'a souvent. Je vais essayer de le faire seul, mais rapidement, tu changes d'avis généralement. Mais oui, enfin, pour moi, c'est pas possible en fait. Il faut. C'est un métier. C'est un métier. Il faut des compétences en comptabilité, en gestion, en droit social, en droit fiscal. Et puis surtout, on va y passer beaucoup de temps. C'est ça. Donc, pour moi, c'est pas un bon arbitrage d'attendre 4, 5, 6, 8 mois avant de choisir une solution de gestion. C'est vraiment important de le faire dès le départ, parce qu'en fait, dès le départ, à partir du moment où on obtient son CABIS, il y a une date de début d'activité, date de commencement d'activité sur le CABIS. Les obligations en gestion deviennent importantes. Donc, en termes d'obligations en gestion, on a la déclaration de TVA, on a le questionnaire de bienvenue de la part des impôts, où on doit renseigner les mètres carrés professionnels pour payer une taxe foncière sur le siège social, ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises. Il faut réaliser une saisie comptable, émettre des factures clients en respectant la réglementation en vigueur, garder ses justificatifs de dépenses, comprendre ses frais déductibles. On ne peut pas confondre la CB Pro et la CB Perso. Bref, il y a énormément de questions qui, à mon sens, restent sans réponse si on n'est pas accompagné. D'où l'intérêt d'être accompagné dès le départ. Et surtout, c'est un mauvais calcul, une mauvaise économie, puisque si au bout de 9 mois, tu sollicites un expert comptable ou une solution de gestion, généralement, la facturation interviendra à la date de début d'activité. Donc, il n'y a pas d'économie liée à ça. Exactement. Mais moi, c'est ce dont je me suis rendu compte avec pas mal d'amis qui se sont dit, je vais le faire tout seul, je vais y arriver, mon cousin, il fait ça, etc. En fait, ce qui se passe à la fin, c'est que tout se rattrape, et très souvent dans l'entrepreneuriat, et qu'à la fin, même si les 6 premiers mois, tu n'as finalement pas été comptable, en fait, à part prendre du retard dans les démarches et devoir tout faire en fin de premier exercice, tu gagnes pas tant que ça, en fait. Non, on prend du retard et on part du mauvais pied, parce qu'il y a des optimisations qui sont possibles, et en fait, on passe à côté de ces optimisations simplement parce que on veut faire quelque chose seul, ce qui peut être tout à fait louable, hein, je peux le comprendre, hein. Mais malheureusement, c'est compliqué, chronophage, et en fait, vaut mieux dépenser son énergie pour développer son business. J'allais dire ça, en fait. Tu vois, on prend l'exemple tout à l'heure de votre client qui avait fait son food truck. Je pense que si tu fais un food truck, vaut mieux que tu te concentres à faire de la restauration, ce que tu sais faire, et à faire un truc que tu sais faire, plutôt qu'à essayer de te battre avec les chiffres. Et t'as pas l'énergie. Voilà. Après un service, t'as pas l'énergie pour te plonger dans les méandres de l'administration. Exactement. Ok, donc là, tu regardes ça en début d'activité, et après... Quels sont tes conseils aussi pour sécuriser son activité à plus long terme ? Est-ce que aussi d'ailleurs vous avez des gens qui viennent vous voir, parce que là on a beaucoup parlé de création d'entreprise, ou des gens qui sont déjà créés, ils évaluent de statut. Vous avez des gens qui viennent vous voir longtemps après une création d'entreprise ? Ils sont déjà en train et ils aimeraient sécuriser leur business. On a certaines personnes qui viennent nous voir après quelques années en micro-entreprise. Okay. Et l'activité, évidemment, se développant, une création de société est envisagée. Donc, l'entrepreneur qui a de l'expérience, c'est généralement le micro-entrepreneur qui dépasse les seuils. Et là, on est ravis de pouvoir accompagner ces profils et de réaliser un passage soit en EURL, soit en SASU. Alors, l'entrepreneur qui est entrepreneur depuis quelques années, qui vient nous voir pour des solutions de gestion, on en a. Mais Swapon étant un service de création d'entreprise, c'est vraiment la personne qui a besoin d'un CABIS qui nous sollicite et qui veut être conseillé, la personne qui veut économiser les frais de création tout en bénéficiant d'un conseil, qui veut une plateforme, qui veut digitaliser sa création d'entreprise avec une signature électronique. Voilà, c'est ce type de profil-là qu'on rencontre régulièrement. Ok. Et si jamais, alors là, on a beaucoup parlé de gens qui viennent nous voir tout seuls, mais est-ce que tu as des gens qui viennent à 2, à 3, à 4 parce qu'ils veulent être tous associés ? Est-ce que vous gérez aussi cette partie Sans problème. La création est simplement facturée 99 € quand il y a plusieurs associés, parce que la dimension conseil prend plus de temps. Mais globalement, ça reste l'offre la plus attractive du marché et ça permet à plusieurs associés de se lancer, soit sous le format SARL, soit SAS, et on est capable d'accompagner ces projets. On n'en a pas parlé au début, mais c'est vrai que il y a une partie du mythe aussi de l'entrepreneuriat quand on n'est pas tout seul, qui est que beaucoup de sociétés finissent quand même à un moment par une dispute entre associés, et assez souvent elle est due, alors évidemment à l'origine de la dispute entre les associés, mais elle est aussi souvent due à des statuts ou à des règles qui n'ont pas été bien évoquées ou pas bien mises dès le départ dans les papiers administratifs. Alors, on a la possibilité, sur demande, sur option, entre guillemets, de proposer un pacte d'associés. Donc ça, c'est au cas par cas. On va proposer des statuts qualitatifs avec des dispositions statutaires, certes standardisées, mais qualitatives. Non, on oublie le standardisé, ça va pas, même si c'est le cas. Donc, on a l'habitude de gérer des problématiques d'associés, donc avec des projets à plusieurs associés qui nécessitent d'adapter les statuts. Mais surtout, moi, ce que je pense, c'est que le pacte d'associés, qui est un acte extra-statutaire, qui intervient après la création, est une bonne solution, est une
Formule intéressante pour un projet à plusieurs qui souhaite, entre guillemets, prévoir le pire. Parce qu'on dit, peut-être qu'on va faire quelques petites définitions rapidement, parce qu'en fait, on parlait de statut d'entreprise, quand tu crées une entreprise, de pacte d'associés extra-statutaires. En gros, pour expliquer très rapidement, les statuts, ça va régir la vie de l'entreprise. Exactement. On considère que c'est le règlement intérieur de l'entreprise. Ok. Et les statuts vont reprendre différentes caractéristiques de l'entreprise. La forme juridique. La fameuse qu'il faut choisir. Voilà. Le nom de l'entreprise, qu'on appelle la dénomination sociale. Ouais. La date de clôture comptable, le capital social, l'activité de l'entreprise, l'objet social, bref, différentes caractéristiques et les décisions d'associés, les décisions d'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. C'est un règlement intérieur qui va présenter les caractéristiques de la société. Par contre, on peut en supplément rédiger un pacte d'associés et dans ce pacte d'associés, on va prévoir des clauses particulières qui vont définir des situations particulières. Un associé veut partir, quelles sont les conditions ? Etc. Est-ce que je peux exclure un associé ? Par exemple, en SAS, c'est possible. En cas de conflit, la gestion d'une cession, la gestion d'un conflit entre associés, la gestion d'un actif stratégique, la gestion d'un recrutement à un poste stratégique. Bref, le pacte d'associés est libre, donc son étendue peut être très large, mais peut être important dans certains cas précis, notamment les cas avec plusieurs associés. Okay. Et les levées de fonds aussi, qui viennent mettre, par exemple, des actions différentes avec les investisseurs et les fondateurs, etc. Aujourd'hui, quel est ton plus grand rêve qu'on peut te souhaiter, en tout cas pour Swappen, et même pour l'entrepreneuriat de manière plus générale en France aujourd'hui ? Oui, on va commencer par l'entrepreneuriat en France. Ouais. Mon rêve, c'est qu'il y ait de plus en plus de création d'entreprises. Okay. En volume, c'est-à-dire vraiment plus d'immatriculation, mais aussi en valeur. Exactement. Exactement, mais aussi en valeur, c'est-à-dire que je considère que les créateurs d'entreprises apportent beaucoup en termes de création d'emplois, de recettes fiscales, de TVA, d'impôts sur les sociétés, de charges sociales payées. Et je pense qu'il y a une dynamique entrepreneuriale à promouvoir permettant d'accentuer le développement économique en France. Voilà. Donc, moi, mon rêve, c'est qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs, tout simplement, et qu'on leur facilite la vie au quotidien. Et pour Swappen, en presque 3 ans, on a accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs, 5 000 en 2024, okay. On en prévoit 10 000 en 2025. Donc voilà, on est aujourd'hui un acteur important de la création d'entreprises et notre objectif, c'est d'en accompagner toujours plus, mais en satisfaisant ces créateurs. Vraiment. Ce qu'on veut, c'est garder notre niveau de satisfaction, garder nos retours clients qui sont dithyrambiques, positifs. Et c'est ça le challenge, c'est maintenir la qualité sur un produit qui est important, parce qu'un projet de création d'entreprise, ça ne se prend pas à la légère, ça ne s'automatise pas à outrance. On n'est pas une plateforme de création d'entreprise. On ne propose pas un simple formulaire à un créateur, on propose un accompagnement. Okay. Et donc, moi, mon rêve pour Swappen, je dirais que c'est d'accompagner peut-être plus de 40 000 entreprises par an, c'est-à-dire à peu près 10% du marché de la création de sociétés, et de devenir la solution préférée des Français qui veulent entreprendre. Super, eh ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite.